bonjour donc, et bienvenue dans cette masterclass. On dirait peut-être une rencontre, Raymond, parce que vous êtes modeste. Raymond Depardon, photographe, cinéaste, écrivain aussi. 60 ans d'images et d'histoire depuis les photos de la ferme du Garret, la ferme de vos parents, à Villefranche-sur-Saône. Des photos que vous aviez prises avec un appareil 6x6, je crois bien, hein, de marque Lumière, je me suis renseigné, offert par votre grand frère, et puis des premières commandes c'était des footballeurs amateurs, je crois, qui vous avaient demandé d'être photographié par vous. Vous avez été photoreporter, reporter de guerre, vous avez photographié des stars et des Jeux Olympiques dans les années 60. Vous avez cofondé l'agence Gamma, et puis vous avez été un des piliers de l'agence Magnum quand vous avez quitté l'agence Gamma. C'était les suites, on dira, de la mort de votre ami Gilles Caron, grand reporter, est mort au Cambodge dans l'exercice de son métier. Alors de photoreporter, vous êtes devenu photographe, un photographe nomade. Et puis de vos photographies, vous avez fait plusieurs livres, et des grands livres, des livres comme Notes, comme Correspondance new-yorkaise, Détour ou Errance. Il y en a une trentaine comme ça, je ne vais pas tous les citer, des livres où souvent vos images dialoguent avec des textes que vous écrivez, des textes succincts souvent, mais très poétiques, qui révèlent tout un monde intérieur, des interrogations parfois assez mélancoliques. Et puis il y a l'œuvre évidemment cinématographique immense, grande œuvre de cinéaste. Alors inaugurée là encore sous le mode du reportage, ça a commencé au Venezuela en 1963. Vous parliez déjà à l'époque d'un pays riche peuplé de pauvres. Et puis cette œuvre donc poursuivie avec des piliers du cinéma direct à la française comme 50,81% sur la campagne présidentielle de Giscard. Alors on pourra le voir ce film qu'en 2002, alors qu'il avait été tourné en 1974 sous son nouveau titre 1974, une partie de campagne. Et puis il y a eu Numéro 0 et Reporter, qui était sur le monde de la presse et du reportage photographique. Des grands films sur l'enfermement, sur la folie, sur le système judiciaire, San Clemente et Urgence d'un côté, Faits divers, Délit flagrant, Muriel Leferle, 10e chambre, instant d'audience de l'autre, jusqu'à ce dernier film en date qui réunit ces deux mondes, ces 12 jours qui avaient été présentés au Festival de Cannes. Et puis évidemment votre trilogie paysanne, Profil paysan, comme un retour à l'enfance, et ce que vous n'aviez pas eu le temps ou le courage de filmer à l'époque. Et puis encore ces films qui se situent à la frontière entre fiction et documentaire, comme Empty Quarter, Une femme en Afrique, et puis Paris. Et un film là, franchement, de fiction, La captive du désert en 1989, de fiction mais inspiré d'un fait réel, puisque, rappelez-vous, Sandrine Bonner, il jouait le rôle de Françoise Claustre, cette archéologue qui avait été otage pendant 2 ans et demi, d'Hissène-Habré au Tchad, et que vous aviez alors interviewé, et ce qui avait eu un retentissement très important. Et puis le désert, dans ce film et dans d'autres, il acquiert une présence dont on sait qu'elle est toujours là, quelque part chez vous. Et puis pour finir, il y a encore le photographe et cinéaste arpenteur à bord de votre camping-car aménagé en studio, où vous arpentez la France, ses habitants, son territoire, depuis cette commande de la Datar que vous aviez détournée pour retourner photographier la ferme du Garret, et puis les films plus récents que sont Journal de France et Les Habitants. Le tout donne une œuvre qui aime beaucoup le temps faible, hein, le temps mort même par moments, où vous affirmez à la fois votre subjectivité, votre goût de l'errance, où votre introspection se conjugue avec beaucoup d'humour aussi. Vous êtes à la fois absent et présent. C'est une des questions qu'on se posera de votre place dans tout ce que vous faites comme image et comme texte. Et puis, où dominent aussi les questions de la liberté, celle de l'enfermement et celle de la solitude des oubliés et des personnes soumises au pouvoir. Alors, sur quelle pratique, sur quel questionnement se fonde et se poursuit cette œuvre? Comment s'articule chez vous la photographie, le cinéma et l'écriture? C'est ce que nous allons essayer d'explorer dans cette heure. Raymond Depardon, on va s'appuyer particulièrement sur ce dernier film dont j'ai parlé, 12 jours. C'est le délai légal, je le rappelle, hein, depuis la loi du 27 septembre 2013, pendant lesquels doivent être présentés aux juges des libertés et de la détention les patients hospitalisés sans consentement dans les hôpitaux psychiatriques. On parlera aussi de votre complicité de longue date avec Claudine Nougaret, avec qui vous avez fait ce film. Et vous avez posé vos caméras donc dans
Dans la salle d'audience de l'hôpital du Vinatier à Lyon, vous avez retenu 10 patients dans leur face-à-face avec le juge. Et puis on s'appuiera également, pour ceux qui ont pu voir cette exposition, sur l'exposition Traversée qui a eu lieu fin 2017 à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Il y a un très, très beau livre qui est sorti, qui accompagne cette exposition. Alors on pourrait peut-être commencer par une première question après cette longue introduction, Raymond Depardon. Je l'ai dit, ça fait 60 ans que vous créez des images. Est-ce que vous avez compris à force, pourquoi vous aviez ce besoin de créer des images et d'en prendre et de les montrer? Bonjour. Non, toujours pas. Je crois pas. Mais peut-être qu'il vaut mieux pas, parce que je sais que je suis plutôt heureux quand je fais des photos, et surtout quand je les découvre. Bien sûr, quand elles sont bonnes. Ça, c'est toujours un grand plaisir, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en tous les cas, c'est... Non, mais j'aime bien aussi la prise de vue. J'aime bien... C'est un métier... Alors, concernant la photographie, c'est quand même un truc assez surréaliste, quoi, parce que quelquefois, on vous paye pour aller faire des photos, et quand même, faire des photos, c'est quand même pas un acte d'une très grande importance. Et à la fois, ça peut le devenir, effectivement. Donc, ça nécessite pas mal de choses. Donc, effectivement, une introspection de soi-même, bien sûr, parce que c'est une motivation qui est nécessaire. Parce que quand même, à la fois, je disais, c'était peut-être une situation un peu paradoxale et surtout surréaliste, mais c'est quand même assez difficile aussi de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on met ses bobines sur la table de chevet, on ne sait plus ce qu'on a fait dans la journée. On ne sait pas si c'est Saint-Christophe, je ne sais pas quel est le saint qui pourrait représenter le photographe. On dit peut-être que là-dedans, il y a une bonne photo, quoi. Bon, mais c'est vrai que c'est quand même... Je crois que c'est William Klein qui avait analysé... peut-être 10 bobines faites au Leica, ça ne représentait que 2 secondes, quoi, 3 secondes ou 5 secondes, quoi, parce que c'est un 250e de seconde, donc c'est très peu. Donc c'est vrai que là, ça me rappelle un peu, effectivement, mes racines et ma terre natale, qui est celle des paysans, et de mon père surtout, qui était lui aussi peut-être quelque part, même si la photographie est très différente de l'agriculture, mais un point commun qui est de travailler avec le réel, donc qui est quelque chose qui échappe. Bon, voilà. Donc je voyais bien que moi, j'ai toute mon enfance, il était là à dire, bah oui, c'est pas... C'était toujours un peu en retard, malgré toutes les caricatures, et notamment on en a eu beaucoup sur l'agriculture, en retard, en avance, et donc on ne maîtrise pas. Et c'est vrai qu'il regardait beaucoup les histoires de lune, ce que nous ne faisons plus maintenant pour faire une photo quand même. Bon. Peut-être que la lune joue un rôle aussi. Hein. Et c'est vrai que voilà, travailler avec le réel, c'est assez déconcertant. Et c'est vrai que la première fois que j'ai fait une fiction, entre guillemets, c'est La captive du désert, j'avais 2 lieutenants habitués à ça, un assistant et un directeur de production. Et ils m'ont dit, voilà, tu vas faire 20 plans par jour et tout va bien se passer. Et c'est vrai que le découpage est une chose qui est plutôt rassurante. C'est assez désagréable. Enfin, c'est assez agréable parce qu'on se dit, tiens, on va un peu commencer par la fin, etc. Mais le réel... Alors, moi, heureusement, c'est vrai que dans mon cinéma et dans ma photographie, j'ai l'habitude quand même un tout petit peu de commencer à l'envers. Voilà. Et alors, plus ou moins, il y a des moments, des principes, effectivement. Je ne sais pas si je peux dire pourquoi aujourd'hui j'aime la photographie. Sans doute qu'elle m'a, bien sûr, sauvé la vie. Je pense que, de par mes origines, ça j'en suis certain, j'aurais difficilement supporté des liens de subordination. Il faut le dire tout de suite. Les paysans, ça n'a pas de chef, quoi. Bon, voilà. Donc si j'avais travaillé dans un bureau, j'aurais été un peu malheureux, quoi. Voilà. Et je le vois parce qu'on le voit encore, c'est très présent encore, ça, ces histoires de liens de subordination. Je le vois parce que je travaille dans une agence qui est Magnum, je travaille avec des amis qui sont cinéastes autour de moi. Je vois bien qu'ils ont besoin de se faire rassurer.
Ils ont besoin d'instructions et moi, je ne peux pas toujours leur en donner parce que je ne sais pas. Donc c'est quand même un truc qui est fondamental parce que rejoignent les paysans, les bourgeois aussi sont un petit peu comme ça, les professions libérales. C'est-à-dire que les docteurs, les dentistes, enfin toutes les professions libérales, eux, de province particulièrement, mais à Paris aussi, eux non plus n'aiment pas les liens de subordination. C'est-à-dire que ça fait quand même les paysans et les bourgeois, et ça fait beaucoup de la quintessence française, et là, est représentée là, qui fait que cette liberté, et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Et moi, ça ne me gêne pas de dire peut-être que je ferai une image aujourd'hui, et encore, je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne, mais quand on planifie le travail, c'est toujours un peu délicat. Alors donc le plaisir vient de tout ça. C'est un petit peu en vrac, c'est un petit peu décousu ce que je vous dis parce que c'est compliqué, mais je peux rentrer dans le détail avec plaisir. Vous dites que vous allez peut-être faire une photo aujourd'hui. La photographie doit être une pratique quotidienne. J'ai l'impression que chaque fois que je vous ai rencontré, alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, oui, peut-être que vous l'avez laissé au vestiaire, mais je vous vois toujours avec un appareil photo autour du cou à prendre des photos. C'est important que ce soit une pratique quotidienne? Oui, je crois beaucoup à ça. Parce que, en fait, au début, moi, je sais que je ne savais pas faire de photos parce que je ne savais pas, au fond, regarder, je ne savais pas... Je pensais que, c'est un peu comme, je ne sais pas pour le peintre, mais je crois que c'est la même chose. En fait, on s'imagine qu'il s'enferme dans son atelier et d'un seul coup, il a l'idée de faire son tableau. Je pense que ça vient tout doucement. Et en tous les cas, la photographie, là où elle est complètement différente de la peinture, c'est que moi, ça m'est arrivé quelquefois de ne pas avoir d'appareil ou de la rater. Et je suis un peu triste. C'est aussi une idée peut-être de... C'est très étrange le photographe, parce que c'est quelque chose qui lutte contre le temps qui passe. On travaille beaucoup avec le deuil, et particulièrement la photographie. Moi, je vois parce que je suis obligé toujours de confronter à choisir mes photos. Je passe un bon tiers de mon temps à choisir mes photos, à revenir sur le choix de mes photos, à revenir sur du passé. Et c'est dur. Il y a des moments, c'est dur. Et donc, le deuil, il commence dès la prise de vue. Donc, tac, t'as fait une photo, c'est fini. Bon, tac, c'est passé. Ce qui n'est pas le cas du cinéma. Le cinéma, j'ai l'impression qu'avec le montage, le son, on est toujours dans une grande présence continuelle. Ça dure longtemps, quoi. D'autant que vous faites des plans longs. Oui. Souvent, vous avez un goût pour le plan séquence auquel vous êtes exercé très tôt aussi. Et là, c'est une question justement d'éviter ce deuil et d'avoir la possibilité de faire passer du temps dans l'image. Oui. Pourtant, les choses sont très différentes parce que là, la photo, il faut aller très vite. C'est une fraction de seconde. C'est pas forcément... Moi, je ne suis pas dogmatique de cette méthode, mais néanmoins, je sais que, et plus particulièrement quand on s'approche des gens relativement modestes et qui ne sont pas habitués à se faire photographier, il faut aller vite. C'est-à-dire que ça peut être des paysans en Lozère, ça peut être des gens sur l'altiplano, ça peut être des gens sur les routes d'Éthiopie, qui ont beaucoup de points en commun. D'abord les plateaux, et ce sont des paysans. Et de faire une photo d'eux, on peut pas parler. Enfin bon, avec un paysan, c'est nul, on peut parler quand même. Mais c'est vrai que je sais d'expérience qu'il faut aller très vite et dégager vite. Enfin, tu fais une photo et tu n'insistes pas. Et c'est comme ça que tu peux avancer, même si tu reprends ton appareil quelques minutes plus tard. Mais il y a des moments, il faut laisser un petit peu d'air. Et je sais que dans les écoles photo, on ne t'apprend pas ça, quoi. On ne t'apprend pas du tout cette approche-là. Il faut être très... Moi, je pense qu'il ne faut pas insister. Et les gens sont habitués à... Il y a un problème moral. Parce que la morale joue un rôle comme ça. C'est-à-dire que si tu photographies les gens, il faut leur parler, bien sûr. Mais si tu parles et tu fais des photos, ça ne va pas en même temps. Donc, voilà. Donc il y a pour moi un problème. Donc à la rigueur, tu peux parler
et faire des photos. Mais, moi je le voyais très bien avec les paysans cévenols, j'avais toujours mon appareil, bien avant que je tourne. J'avais mon appareil et j'étais déjà un petit peu frappados, quoi, pour eux. Mais pourquoi vous gardez votre appareil? Ah oui, parce que l'appareil photo est quelque chose qui montre bien qui on est. Il faut toujours dire qui on est. Voilà, moi je suis photographe. Bon, je me souviens même, à cette époque, c'est pas très vieux, mais bon, vous savez, je reprends la phrase de Buster Keaton, on commence à être connu quand un paysan tibétain sait épeler votre nom. Bon, donc ça relativise quand même. Donc il me disait, mais vous êtes vieux, vous n'êtes pas connu, et comment ça se fait que vous faites toujours des photos? Bon, donc il me testait un peu comme ça. Et j'avais fait une erreur tout à fait... je ne m'y attendais pas. J'avais accepté du gouvernement de faire des campagnes pour la sécurité routière. Et alors, je suis apparu dans le Midi libre et dans la montagne, et dans un certain nombre de régions comme ça. Raymond Depardon fait la campagne. Et alors, ils m'ont dit, mais dites-moi, vous êtes connu parce qu'on voit que votre nom, vous faites la campagne de la sécurité routière. Je dis, oui, mais vous savez, c'est une commande et tout. Donc, c'est vrai qu'il faut... C'est une approche très complexe. Et je sais qu'il y a des jeunes photographes, ou des cinéastes surtout, ils viennent sans appareil, comme ça. Ils discutent pendant très longtemps parce que ça leur fait du bien. Là. Moi, je ne suis pas toujours partisan de trop discuter avant. Je trouve qu'il faut, et c'est ce qu'on avait voulu faire sur les paysans, il y a un film qui s'appelle L'Approche, parce que c'était tendu, quoi. Et quand vous arrivez avec votre caméra, les gars, ils disent, mais attendez, il y a tromperie, là. Moi, j'ai accepté de vous parler avec vous, mais pas avec 10 techniciens ou le matériel d'une caméra. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours mon appareil photo. C'est pour qu'ils s'habituent déjà un peu. Et il y en a un paysan qui m'a dit, mais c'est comme votre fourche, quoi. Ben, j'ai dit, oui, un bâton, une fourche, après tout. Non, mais c'est important. Donc, même si on a l'air de clown, un peu, bon, voilà. Et je me souviens même aussi, même quand on a tourné les paysans, à un moment donné, il y a eu, je ne sais plus, dans une cuisine, ils se sont beaucoup disputés devant nous. Et comme ils étaient habitués à nous voir, avec Claudine, on était tous les deux. Et je ne sais pas pourquoi, la caméra est tombée en panne. On l'a réparée, elle est retombée en panne. Elle est retombée en panne. Donc, ils ne voulaient vraiment pas filmer ça. Et puis, à un moment donné, on s'est disputés tous les deux avec Claudine, je ne sais pas pourquoi, et ça les a rassurés. Ça leur a fait du bien. Ah, j'ai dit, vous aussi, vous vous disputez. Donc, c'est vrai que c'est peut-être une question, voilà, de faire attention à jamais dominer les gens qu'on photographie et d'être un tout petit peu... Dans des milieux comme ça, moi, je ne connais pas de milieu plus difficile que le monde rural, hein, parce que, voilà. Moi, je me souviens, il y avait un paysan à côté du pont de Montvert, et par un facteur, j'étais venu le voir, et il m'avait dit, il avait des bœufs. Quand même, bon, on était en 99, il n'y en avait quand même pas beaucoup encore. Et il me dit, on était à la Toussaint, et il me dit, bah, écoutez, venez pour Pâques. Donc ça fait quand même un paquet de temps. Je lui dis, très bien, je viendrai à Pâques. Donc c'est vrai qu'il faut... C'est pour ça que j'évite toujours des assistants qui regardent la scène se tourner, quoi. Parce qu'il y a des faux regards, etc. Et toute la science, par exemple, de Claudine qui fait le son, ça a l'air de rien, elle regarde pas les gens qu'on filme avec la perche. Et pourtant, ils cherchent. Parce que quand les gens, des fois, c'est désespérant, c'est dur. Et moi, je suis derrière la caméra, donc j'essaye de sortir un peu l'œil de la caméra, mais pas toujours. Et puis, ils disent, vous comprenez, je ne sais pas quoi. Et puis, ils cherchent les gens, un regard. Et il ne faut pas qu'ils regardent l'ingénieur du son. Il serait trop content de voir. Et alors là, ça ferait un regard bizarre à droite. Donc tout ça, ça a l'air de rien, tout ça, mais c'est très, très compliqué, c'est très fragile, que ce soit en photographie ou en cinéma. C'est ce réel-là, pour qu'il vous arrive, à vous, spectateurs, ou à nous, lecteurs, ou peu importe, avec toute sa force, et que vous ne vous sentiez pas pris en otage par
je sais pas quoi, par un voyeurisme, par un chantage ou par un exhibitionniste aussi, par quelque chose. C'est très compliqué. Je crois qu'il n'y a pas de règle, mais personne ne l'a vraiment défini. Alors en photo, on peut aller vite, mais en cinéma, on ne peut pas, puisqu'on est là devant les gens. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je continuerai toujours toute ma vie à faire. Alors, récemment, en photo, j'essayais de partager. Je faisais souvent des voyages assez courts en photo. Là, je rentre du Japon et j'ai fait une semaine. Et voilà, je découvre le Japon une semaine. Sinon, après, c'est 6 mois. Bon, voilà, bon, je passerai bien 6 mois au Japon. Mais voilà. Et donc, les premiers regards, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à l'instinct de l'opérateur. Je pense que si on reprend tous les grands opérateurs, ils étaient très instinctifs. Là, je vous cite, vous aviez fait un film autoréflexif sur votre première moitié de carrière, on dira c'était dans les années des clics, un film que vous aviez fait pour les Rencontres d'Arles en 1984, et vous citiez le grand cinéaste du cinéma direct américain, Richard Leacock, qui disait « Les photographes sont les meilleurs caméramens car ils ne sont pas préoccupés par la beauté de leur panoramique ou de leur travelling ». Et ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti dans votre approche du cinéma à cause de ce que vous aviez fait en photographie? Oui, c'est vrai que moi j'ai été nourri. Moi, je suis arrivé à la décolonisation de l'Afrique. Je suis arrivé au cinéma Vérité, au cinéma Nouvelle Vague. Donc effectivement, j'étais passionné par tout ce qui se passait. Et je pense que en documentaire, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Chris Marker ou Jean Rouch, qui étaient des personnages très différents, plutôt les Français, parce que les Américains, on les voyait pas. Et c'est vrai qu'ils avaient quelque chose de enfin, surtout, Chris Marker, c'était quelqu'un d'assez impressionnant quand même. Bon, moi, je regrette de ne pas l'avoir photographié, mais il ne voulait pas trop qu'on le photographie. Et Jean Rouch aussi. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'ils m'ont inculqué qu'il fallait que ça soit que je fasse du cinéma, au fond, comme ça soit ma danseuse. Le plaisir. Romer aussi était comme ça. C'est-à-dire prendre du plaisir. Si on ne prend pas de plaisir à faire ça, il faut faire un autre métier. À la rigueur, gagner sa vie avec autre chose et puis prendre du plaisir. Prendre du plaisir dans le fait de filmer, quoi. Et c'est pour ça que peut-être ça m'a sauvé la vie, parce que quelquefois j'ai gagné ma vie en faisant des photos, dont je ne suis pas très fier. Quelquefois, des princesses, des mariages, des trucs comme ça, Brigitte des visites, Bardot, visites officielles. Planqué dans une grange. Et ça me permettait de faire des films que je voulais, les petits films. J'ai commencé par des petits films, puis les longs après plus loin, et aujourd'hui encore. Et peut-être là, ça s'inverse, parce que maintenant, je décide aussi de faire en photographie, que la photographie soit ma danseuse aussi, c'est-à-dire de prendre du plaisir, d'aller dans des endroits que j'aime bien. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais Raymond, il faut absolument qu'on se voit au mois de mars. » Et c'était Jean-Luc Monterosso, le directeur de la Maison européenne de la photographie. Et j'ai dit « Mais au mois de mars, Jean-Luc, mais tu me demandes un sacrifice énorme. » Les mois de mars, j'ai 75 ans. J'en ai encore peut-être une dizaine, douzaine, je ne sais pas combien. Les mois de mars, c'est sacré. En Amérique du Sud, c'est formidable. En Afrique, c'est formidable. En Asie, c'est formidable. Un mois de mars, ça vaut de l'or. Alors, en plus, à Paris aussi, c'est pas mal. Donc, voilà, il y a effectivement toujours quelque chose comme ça. C'est là où peut-être le photographe est très proche du paysan, parce que forcément, on est obligé un peu de tenir compte des saisons, même si quelquefois ça joue pas. Mais voilà. Donc, oui, c'est en fait. Je dirais que j'essaie de mener de front, ce qui est peut-être impossible, la photo et le cinéma. Alors je sais que c'est un peu déconcertant pour beaucoup de gens, mais j'avais l'impression que je dégageais plus de choses, même si je ne fais pas de films engagés, je fais plutôt des films
où j'essaye de me mettre dans une position, pas neutre, parce que j'aime pas ce mot, mais c'est compliqué. Hein, quand vous tournez au palais de justice, là, il y a des délinquants et puis des juges. Il y a des moments où vous avez envie de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, hein, parce que c'est complexe. Et moi, j'essaye de tenir cette position, cette distance. Et j'ai toujours donné, dans la photographie, j'ai toujours dit que voilà, j'ai toujours dit qu'il fallait à un moment donné que le photographe retourne la caméra sur lui. C'est pour ça les années déclic. J'ai toujours dit qu'il fallait donner la position par son corps quand on faisait une photo. Voilà. Et il fallait dire que ça... Alors, je le vois très bien parce que quand je suis avec les hommes politiques, je m'approche d'eux. Je suis en colère. Voilà. Voilà, ils sont en attaque, ils se serrent des mains. Je suis au grand angle. Et là, j'y vais à fond. Là, j'ai pas de scrupules. Là. Bon, voilà, on y va. Voilà. Il y a une comédie. C'est la commedia dell'arte. Et puis, c'est vrai que quand je suis sur une route en Éthiopie, je me recule aux 50. Je ne m'approche pas trop des gens, je fais vite, je souris, et puis, bon, voilà, j'apprends 2-3 mots de la langue du coin, et puis je vais vite, et puis, voilà, et de temps en temps, je rate beaucoup de photos, puis de temps en temps, il y a le petit miracle. Donc, il n'y a pas les mêmes attitudes, effectivement, de différents. Alors, c'est vrai que, d'ordinaire, mes confrères, peut-être que vous... Mes amis, qui sont de ma même génération, ils restent toujours ou à faire le même film ou à faire la même photo. Moi, j'aime bien improviser, avancer. Et les gens se posent beaucoup la question à Claudine en disant « Est-ce que Raymond est en numérique ?» Pose comme ça, ils n'osent pas me poser la question. Et alors elle dit « Non, je ne crois pas, parce qu'il arrive seulement à la couleur. » On a le temps encore. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup photographié en noir et blanc, parce que je fais partie de cette génération qui a une photo noir et blanc, c'était la lettre de noblesse, parce que bon voilà, on avait nos pères, là, je sais pas quoi, les Kappa, tout ça. Et puis en cinéma, je suis passé plus vite en couleur parce que les chaînes ne voulaient pas. Et puis la couleur faisait partie du dispositif. Un bureau d'un juge, là, pourtant, je sais, c'est pas très intéressant en couleur, mais c'est quand même, de temps en temps, il y avait une surprise d'une chemise de quelqu'un, donc ça faisait partie de l'anthropologie. Et on était très marqués, parce que je parlais de Jean Rouch et de Marker, mais en fait, je m'aperçois qu'on était très marqués par l'ethnologie à l'époque. On l'est beaucoup moins maintenant. Pierre Clastre, Lévi-Strauss, tout ça, c'était eux les moneurs. C'était eux les philosophes qui posaient des questions. Bien sûr qu'il y avait Sartre, Deleuze et Guattari, et plus tard Derrida, bien sûr. Mais sans doute, il y avait aussi ces ethnologues. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que ça veut dire d'aller faire des photos dans les pays pauvres et de les ramener dans les pays riches, de publier ça, etc. Donc il y a deux premières pages dans Terre humaine, celle de Jem Hadji, dans Louons maintenant les grands hommes, où il se pose la question, parce qu'il travaille pour fortune sur 3 familles de métayers pauvres blancs dans l'Alabama, en 1936. Il va pas de main morte, hein. Il dit « Qu'est-ce que je fous là, quoi, payé par un groupe énorme et riche ». Et puis Lévi-Strauss aussi. Lévi-Strauss, Triste Tropique, la première page est magnifique. Parce qu'il dit, voilà, l'occidental, etc., l'ethnocentriste, etc. Et donc c'est vrai que ça a forgé chez moi, peut-être, sans doute, quelque chose d'un peu différent. C'est pour ça que, comme j'avais mon certificat d'études, quand mai 68 est arrivé, je n'avais pas fait de lycée ni de collège, je n'ai pas trouvé ça comme un événement primordial. Mais j'avais vu déjà beaucoup de pauvres avant, dans le tiers-monde. J'avais été en Algérie, et dans la période difficile, un peu avant l'indépendance, hein, où j'étais mal vu des pieds noirs et mal vu des Algériens. Qu'est-ce que je peux faire, quoi? J'étais malheureux. Et j'ai fait quelques photos. J'ai des photos très fortes de cette période, ces drôles de juste avant 62, avant l'indépendance. Et puis en Afrique aussi. Les gens me prenaient à partie. Donc, bien sûr. Et à la fois, ils m'accueillaient formidablement, les Africains. Et ils me parlaient français, ils parlaient en français. Et puis, quelquefois, je me souviens, au Tchad notamment, où j'y restais beaucoup, j'y restais très longtemps. Et après avoir resté des mois avec des jeunes combattants du Frolina, je me souviens d'un qui m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te ramène quand je reviendrai ?» J'étais obligé de revenir.
Et il me dit, mais il y a un truc qui me ferait très plaisir, Raymond, c'est que tu me ramènes un livre en français. Je dis, mon Dieu. Ce gars, pendant des mois, il m'a parlé en français. Il n'a jamais vu un livre français. Il a appris le français avec un tableau noir au départ, dans des missions, tout ça. Les missions, il était du centre, il était du Guéra. Il y avait des missions protestantes là-bas. Et il parlait français, mais impeccablement. Je disais, mais c'est un scandale. Moi, je me rappelle, j'étais à l'ambassade de France, à Djamena. J'aurais dit, mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous ne donnez pas plus de livres à tous ces gens qui c'est incroyable, parce que c'est pas du colonialisme, c'est simplement un effet voilà, de culture. Et je me souviens, pendant l'affaire Close, il disait, bon, Giscard, oui, c'est un peu, bien sûr, mais il y en a un qui n'a pas l'air commode, c'est Poniatowski. J'ai dit oui, peut-être. C'était le ministre de l'Intérieur. Non, mais cette perception est d'une fantastique force. Peut-être ça m'a fait rater la guerre du Vietnam, ça m'a fait rater plein d'autres choses, m'a fait rater des films, mais l'Afrique francophone, l'autre jour, j'ai appris qu'en 2050, 85% de la population, les 85% qui parleront encore français à ce moment-là seront africains, quoi. Donc on est sauvés par l'Afrique, voilà. Alors, pour revenir justement à la position et au dispositif, vous avez parlé de dispositif, c'est plus flagrant dans le cinéma, hein, par rapport à votre pratique instinctive de la photographie. Je voudrais savoir, premièrement, comment vient un sujet de film, comment vient une idée, est-ce qu'il y a des séries, et on a vu, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait que vous allez revenir à des questions, par exemple, dans 12 jours, que vous aviez abordées précédemment, et comment se pense la question du dispositif? Est-ce que vous faites des repérages qui fait que vous allez filmer tel film de telle manière qui ne sera pas celle d'un autre film? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup repérer avant de faire un film, par exemple? Non, pas beaucoup. Ça. Il y a des fois, c'est pas possible. Par exemple, Délit flagrant, c'était pas possible. Non. Je me suis aperçu quand même ce qui séparait vraiment profondément la photographie du cinéma, ce qui m'a sauvé la vie, c'est le son, c'est les mots, la conversation. Donc filmer une conversation. Donc c'est la war room. Ça, c'est une définition du cinéma direct américain. Donc ça, c'est tous les Américains. Donc nous, ça n'existe pas chez nous. Il y en a peut-être une à l'Élysée, mais peut-être de temps en temps, ça marche, mais je ne crois pas. Eux, ils ont une grande définition. Il y a eu, Pidney Baker a fait un film sur la War Room. C'est là où il y a tous les généraux et le président de la République vient et décide, bien sûr, d'une intervention ou pas. Voilà. C'est un immense pays, les États-Unis. Donc nous, voilà, c'est la concentration d'une pièce. Tourner un film dans une seule pièce. Et moi, j'avais été marqué par ça. Et je me suis dit, oui, c'est ça, la conversation, filmer, comment filmer les conversations. Alors, ça peut être des conversations psychiatriques, ça peut être des conversations judiciaires, ça peut être des conversations comme l'avant-dernier film que j'ai fait, tout à fait dans une caravane. Les habitants. Les habitants, dans une place de village. Ou le dernier, avec un juge d'instruction. Donc, cette conversation, je pense qu'effectivement, c'est pas tellement l'institution, mais je crois que la conversation est instructive. Elle nous amène quelque chose. J'ai fait quelques films sans conversation, mais alors quand j'ai fait par exemple Urgence avec Claudine à l'Hôtel-Dieu, on n'avait jamais assisté à un entretien. C'est assez privé, mais on avait donc en fait on improvisait. Après, je me suis aperçu qu'en fait il valait mieux être sur pied. Après, je me suis aperçu qu'il y avait 10 mètres carrés où les gens passaient, quoi. Arrivaient et repartaient. Et là, il y avait cette concentration complètement folle, quoi. C'est-à-dire, c'est en tournant des faits divers que je me suis aperçu qu'après le quart, qu'on ramassait les gens, les voleurs, tout le monde, les migrants sans papier, enfin, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais tout ça, ça arrive dans une pièce. Et alors là, non, interdit de filmer. Et là, j'ai mis 7 ans. Et je suis tombé sur un procureur formidable, M. Cotte, qui avait travaillé avec Badinter. Et 7 ans, j'y allais le voir tout le temps. Je me suis dit, il faut avoir cette pièce. Personne n'avait jamais vu cette pièce. Elle était sous le palais de justice, au sous-sol. Je me souviens qu'il y avait encore à l'époque Mitterrand qui se baladait, qui qui achetait des vieux livres sur les quais. Je me disais, mais il est fou, quoi. Les sous-sols, il y a quand même les gens. Là, c'est quand même un nœud incroyable, l'Hôtel-Dieu, enfin, l'île de la Cité, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les commissariats de Paris arrivent là, et pendant 10 minutes, un quart d'heure, on notifie aux délinquants, à l'arrêté, aux gens,
Et un substitut du procureur qui lui dit, voilà, vous allez te juger ou vous allez te convoquer, ça dépend. Et voilà, on vous reproche ça. La société vous reproche ça. Il y a un côté comme Saint-Louis, un peu comme ça, au pied de son chêne. Et donc, moi, j'arrivais pas à faire ce film. Et puis, j'ai eu l'idée... Enfin, avant, il y avait un greffier. Et je lui ai dit, à Côte, je vais prendre la place du greffier et je serai de profil. Je vous propose de filmer ça de profil. Et là, il avait le texte, forcément, le code civil, et il y avait marqué « les gens doivent rester anonymes, selon la loi ». Et il m'a dit « après tout, est-ce que le profil, c'est pas anonyme ?» Oui. Donc, c'est un peu comme Dixième Chambre. Dixième Chambre, le président de la Cour d'appel, j'ai dit « mais on ne peut pas tourner les... » En fait, ils étaient titillés, ils m'aimaient bien, je crois. Et je ne crois pas que ce soit des spécialistes de cinéma, mais surtout, ils m'aimaient bien parce que je n'étais pas quelqu'un qui arrivait avec un camion et des machinistes. Il y avait une équipe hyper légère, il y avait surtout des jeunes femmes habillées en noir. Ils ne voyaient rien. Parce qu'ils m'ont dit, vous ne perturbez rien du tout. Et c'est vrai que Dixième Chambre, il m'a dit, le texte, il prend le texte, Jean-Marie Coulon, et il dit, les audiences dans leur continuité sont interdites d'être filmées. Il me tourne vers moi, et là, je n'ai pas senti le piège, parce que là, il faut de la haute stratégie. Il me dit, est-ce que vous allez couper? Et moi, un peu, oui. Je dis, oui, je vais couper, je ne vais pas regarder tout. Il dit, bon, vous pouvez y aller. Parce que je fais des instants d'audience. C'est d'ailleurs marqué Dixième Chambre, instant d'audience. Donc, en fait, voilà, ces deux films restent uniques. Ils n'ont pas été refaits. Et du coup, je suis très content parce que le dernier a joué un peu en ma faveur, puisque c'est un psychiatre et un magistrat qui sont venus me voir, qui m'ont dit, vous avez déjà tourné 2 films sur la psychiatrie et 2 films sur la justice, et je pense que l'école de la magistrature, parce qu'il faut savoir que l'école de la magistrature, donc c'est une école à Bordeaux, et je tiens à le dire, là, c'est quand même un peu gros, Marine Le Pen, quand elle a fait sa campagne, elle a dit la première chose qu'elle fera si elle est élue, c'est de supprimer cette école. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, c'est ce qui forme les magistrats, quoi, bien sûr. Et ces magistrats, ils adorent mes films pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'interview et il n'y a pas de commentaire. Parce que qu'est-ce que c'est un commentaire et une interview? Moi, j'ai rien contre, mais c'est écrit. Donc, ça passe par l'écriture. Et il faut bien savoir que le cinéma direct, comme je l'aime, c'est celui qui repose sur le dialogue, sur la parole. Et la parole n'a rien à voir avec... Parce que c'est notamment les chercheurs de Palo Alto. Donc moi, j'étais tombé il y a 20 ans sur ça. Ils m'ont dit, Raymond, tu fais de l'ethnométhodologie. Bon, donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, les chercheurs de Palo Alto aux États-Unis avaient étudié ça, effectivement, et s'étaient dit, il faut qu'on garde des traces de notre façon de parler. Une personne normale répète 7 fois la même chose. Vous voyez, je suis déjà un peu là, je commence à répéter 7 fois là. Et voilà, donc effectivement, dans les dialogues de films, de fiction que nous aimons tous, bien sûr, ces salauds de pauvres, on pourrait reprendre cette phrase de Gabin etc. C'est une fois. Mais on ne le répète pas une fois. Dans la vie, on dit « je t'aime » plusieurs fois. Voilà. Heureusement, peut-être. Et donc, en fait, il faut garder ça. Et c'est ça qui est fort, moi, je trouve, c'est de garder cette parole. Et donc, effectivement, l'école de la magistrature, ils aiment mes films parce qu'ils projettent le film, ils l'arrêtent, ils stoppent, ils disent, vous voyez, là, le magistrat, il a fait une erreur. Bon, voilà. Donc, ça, au moins, ça sert quelque chose. Ça a un côté, voilà. Et nous, c'est facile pour nous, derrière, assis sur un fauteuil, quelquefois, dont Michel Bernard-Roquin, par exemple, sur Dixième Chambre, elle est restée quand même 1h45 à l'image. Alors forcément, elle a fait des erreurs. Mais c'était le jeu. On ne censure rien, on ne coupe pas.
Et moi, j'ai assisté à la première projection avec elle et le procureur de la République et tout le monde. Elle s'enfonçait dans son fauteuil parce que, forcément, pour les gens qui ont déjà vu le film, il y a une histoire d'Opinel, là, c'est un peu limite, quoi, bien sûr. Bon, bah, on censure rien, on coupe rien, mais on organise quand même et on choisit. Quand vous filmez ce dernier film, 12 jours, vous avez filmé, je crois, 75 audiences, vous en retenez 10. Qu'est-ce qui fait qu'on va garder une prise, une séquence, plutôt qu'une autre? Et ça, est-ce que vous vous en rendez compte pendant que vous filmez, en disant celle-là, elle est à jeter, celle-là, elle est à garder? Ou c'est dans la salle de montage que tout d'un coup, ces images vont prendre la force et l'importance dont vous aurez besoin pour votre film? Alors, là où la technologie a vraiment fait des avances, c'est que maintenant, le dernier film, je l'ai tourné 3 caméras. C'est la première fois que je tourne 3 caméras. J'avais déjà tourné des films 2 caméras, mais 3, c'est le top de chez top. Parce que vous ne voyez pas la coupe. Moi, je n'osais pas, parce que à un moment donné, même j'étais un peu comme ça, rouchien et marquais rien, je la marquais, ma coupe, pour montrer qu'il y avait du montage. Mais maintenant, avec 3 caméras, moi j'en avais 2 à moi, et plus une 3e qui tournait avec un chef opérateur. Et c'est vrai que maintenant, avec le montage stéréo sonore, on ne voit plus la coupe. Alors, c'est vrai que c'était des audiences qui duraient 10-15 minutes, parfaites pour le cinéma. Parce que, pourquoi je dis parfait? C'est parce que c'est pour ça que j'ai jamais fait les assises. Vous ne pouvez pas faire un film avec les assises. Ça dure 2-3 jours. Comment vous allez le réduire, quoi? Donc en fait, il faudrait faire 10 heures, quoi. Et on le voit d'ailleurs apparaître maintenant sur des films comme le Vietnam ou comme d'autres choses. Il y a eu pas mal de films américains et ils font 10 heures maintenant. Parce qu'en fait, tu ne peux plus faire 1h30 sur certains thèmes, quoi. Si on devait faire, par exemple, je sais pas, la guerre d'Algérie, il faudrait faire 10 heures, quoi, parce qu'on ne peut pas. Donc la réduction, il faut y prévoir. Donc, là, sur les films de 10-15 minutes, c'est très impressionnant parce que ces juges, c'est des juges. Ils viennent d'arriver, on les a briefés, on leur a dit, vous êtes des juges de la liberté, là. Et vous avez en face de vous des patients qui sortent parfois des unités de malades difficiles. Ce sont des gens... c'est pas facile. Vous en avez tous croisé, nous en avons tous croisé dans le métro, dans la rue. On sait comment il faut se comporter avec un malade psychiatrique. Il ne faut pas le regarder, il ne faut pas l'agresser. Et voilà, s'il faut l'aider, on l'aide, mais c'est difficile. Il ne faut surtout pas le regarder. On le voit dans les rames de métro, des fois, il y en a comme ça qui vous cherchent du regard, il faut profil zéro, quoi. Et donc ces gens-là, il faut avoir une attitude complètement à part. Et c'était formidable parce que ces juges qui arrivaient des tribunaux, personne n'avait été formé à ça. Et les femmes s'en sortaient pas mal. On a fait 2 femmes et 2 hommes. Mais les hommes aussi, c'était pas mal aussi, mais un petit peu différent. Les femmes disaient, bon, ben alors comment ça va? Comment ça se passe? Mais c'était en cellule, en chambre d'isolement, en chambre d'apaisement. Mais ils essayaient de faire une conversation comme dans un café, comme ça. Et il y a une particularité aussi que je trouve très forte et très belle, c'est que les médicaments font que ces patients ne clignent pas des yeux. C'est très impressionnant. Nous, on cligne des yeux, quoi. Ils restent un regard fixe comme ça. Et ils étaient très émouvants. Très émouvants parce qu'ils étaient sans psychiatre. Il y a un avocat à côté d'eux. Et voilà, ils parlent de liberté. Et la chose la plus importante au monde. La chose qui devienne de notre quintessence, du massif central, de tout, quoi. C'est de dire, bah, voilà, j'ai envie de sortir, quoi. Et on peut les comprendre, quoi. Alors on va vous dire, mais la caméra, mais est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce que tout ça? Ça a été difficile, effectivement. On s'est très vite aperçu, dès le premier jour, avant même le premier jour, que entre Claudine et moi, il y a un des deux qu'il fallait se sacrifier pour demander l'autorisation. Et l'autorisation devait se passer seul à seul avec le patient, et non pas en présence des infirmiers ou du psychiatre, parce qu'on s'était aperçu le premier jour qu'on a demandé devant les infirmiers,
Et le gars, il disait oui, ça ne me gêne pas d'être filmé. Et les infirmiers, tout de suite, insistaient en disant bah, tu vas être la vedette. Dis donc, tu fais du cinéma, toi. Et le gars disait, il devenait blême. On s'est dit oulala, les infirmiers. Parce que je pense que j'imagine que moi, j'étais pas revenu dans un hôpital psychiatrique depuis 20 ans. C'est complètement différent maintenant. Donc, c'est les infirmiers qui sont enfermés. Et les malades ont une clé maintenant. C'est des unités de 27 personnes, à peu près. Le Vinatier est un hôpital très dynamique. Et c'est comme ça qu'ils font. Donc, les infirmiers sont enfermés dans leur cage, là. Ils ne sortent pas. Ils ont une cage de verre. Donc, voilà, c'est très impressionnant, quoi. Mais ça ne se voit pas. Alors, là, vous répondez quand même pas complètement à ma question. C'est oui. Qu'est-ce qui fait que parmi donc, les 75 patients et audiences que vous avez filmées, certaines ressurgissent? Certaines vont être gardées ou pas? Ben, moi, je fais des projections à des gens, des cobayes. J'habite Clamart, à côté de chez moi, il y a un directeur d'école primaire qui est à la retraite. Je lui ai montré. Après, je l'ai montré à une autre personne. Et puis, j'ai eu très peur. Parce qu'il m'a dit, j'ai une fille, j'aimerais mieux pas que... Voilà, ceux-là, il ne faudrait pas qu'ils ressortent parce que j'ai une fille. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Un monstre, quoi. Moi, je ne veux pas attaquer la maladie psychiatrique, quoi. Je veux dire, les gens souffrent, j'ai pas envie de... Voilà. Et une autre personne aussi m'a dit la France va mal. Oh, j'ai dit attendez, là, je ne suis pas chez Bourdieu, là. Là, je suis chez Foucault. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas le même monde. La psychiatrie, que ce soit Hollande ou Macron, elle a encore des beaux jours devant elle. Et il y a 1 800 000 personnes qui se soignent. Donc, voilà, non. Alors, c'est vrai que... Et donc, j'ai déplacé. J'ai mis moins de violents, qui étaient tentants, bien sûr. Hein. Les violents, voilà. Donc, on a viré des violents très forts et on a pris des plus doux. Voilà. Parce que j'en avais pas beaucoup de doux, mais il y en a quand même. On a une femme qui a un burn-out, quoi, dans une société qui, voilà, et son chef l'embête, quoi. C'est pas sorcier, hein, ça commence là, hein, ça commence à ce moment-là, c'est courant. En plus, la personne était de France Télécom. Non, mais c'est vrai. Donc là, ça joue. Et avec le Montor, on s'est remis en question. On s'est dit peut-être qu'on a été trop loin. Il faut faire attention à la violence. Il faut faire attention à ça. C'est un peu comme en photographie. Il faut... Voilà. Voilà. C'est toujours le problème de photographier les victimes, la douleur. Qu'est-ce qu'on en fait? Puis après, il y a cette photographie de Gilles Caron que vous montriez justement dans les années des clics, photographie terrible, où Gilles Caron vous photographie en train de filmer un enfant au Biafra, enfant décharné, affamé, avec cette position surplombante de la caméra. Vous la revoyez comment, cette photo, aujourd'hui? Gilles était gêné. Et il m'a dit, est-ce que je peux m'en servir de cette photo? Bon, Gilles était un ami, on avait été ensemble au Biafra, et moi j'avais une caméra, lui il avait un appareil photo. Et à un moment donné, il y avait effectivement un petit enfant qui était par terre, et je me suis penché sur cet enfant, et il m'a fait une photo de moi en train de faire ça. Je pense que... Non, il faut la montrer, mais il ne faut pas lui sortir de son contexte, quoi. Enfin, voilà, je crois qu'il faut la montrer dans un contexte bien précis. Le photographe, il faut faire attention, voilà, peut être transformé en prédateur, ou peut se transformer en prédateur, ou sans s'en rendre compte, etc. Maintenant, on fait plus attention. Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup quand même de questions qui se sont posées, à la fois, bon, voilà, de photographier les enfants, de faire des photos de tout ça, etc. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours complexe parce que, en fait, si on veut vraiment rendre service à des gens qui sont ces gens-là, il ne faut pas qu'ils posent.
Parce que les photographies en train de poser, c'est pas bien. Moi, je vois, par exemple, j'ai beaucoup été dans le nord du Tchad. Ce sont des Toubous. C'est une population qui est là depuis 25 siècles. Et ils sont noirs, très fins, très trucs. Ils sont les seuls noirs du désert. Les autres sont arabes, donc les Touaregs sont arabes et les Maures sont arabes. Et on ne sait pas d'où ils viennent, bien. Ils sont très résistants. Et moi, j'ai vraiment... et je suis resté une fois 8 mois avec eux, je les connais bien. Et je sais que pour montrer cette aisance, cette grâce, c'est un peu comme... il faut le faire des instantanés. Et c'est un peu comme un jeune photographe qui me dit « Monsieur Depardon, est-ce que je peux faire une portrait de vous et vous pouvez poser ?» Je dis « Oui, bien sûr, mais il vaudrait mieux faire des photos de moi quand je ne me rends pas compte. Parce que peut-être que je suis plus intéressant, je bouge les mains, je fais ci, je fais ça. » J'avais l'impression que quand je me vois en photo, je suis mieux sans que je m'en rende compte qu'on me photographie. Alors je pense que aussi les autres gens. Mais c'est vrai que c'est violent. C'est violent parce que vous êtes sur une route, vous êtes en Bolivie, il y a 2-3 endroits, ils n'aiment pas trop la photo. Notamment à Tarabuco, par exemple, il y a un marché formidable. Les gens, ils sont là, ils ont les mêmes casques, les conquistadors. Enfin, c'est des Quechua impressionnants, ils sont tout en noir et tout. Et bon, à la rigueur, vous pouvez en payer un, lui demander de faire une photo, mais elle sera pas bonne. Et moi, je viens de faire un livre, là, en noir et blanc, j'allais très vite, en souriant. Pouf, merci, tchouk. Et je partais vite, hein, parce que... Mais c'était comme ça. Mais je sais que, au fond, je pense que je les ai pas trop trahis. Ils veulent pas des... Enfin, ils ont un rapport avec l'occidental, avec la photo qui... C'est pas tellement qu'ils veulent pas être photographiés, c'est qu'ils... Voilà, ils veulent pas être agressés. C'est la même chose que Basalia. Basalia, il me dit, fais des photos quand j'étais dans les hôpitaux psychiatriques, parce que sinon, on ne va pas nous croire. Et sa phrase était puissante. Et je lui dis, mais... Il me dit, oui, tu sais, Raymond, tu ne peux pas faire des photos en France, tu ne peux pas faire des photos en Amérique. Ici, tu peux les faire, parce qu'il n'y a pas de droit à l'image en Italie, c'est pour ça que tu peux les faire. Mais tu es investi d'une sacrée mission. Donc maintenant, il faut que tu portes cette mission en disant, effectivement, dans les années 70, les hôpitaux psychiatriques étaient débordés, entassés, etc., etc. Aujourd'hui encore, on ne peut pas filmer, on ne peut pas faire de photos dans les prisons et dans les hôpitaux psychiatriques en France. C'est pour ça que j'insiste sur l'histoire de l'école de la magistrature qui m'a sauvé la vie. Sinon, le film n'existerait pas. Il ne serait pas possible. Donc l'école de la magistrature fait avancer un peu les choses parce qu'ils disent qu'ils ont besoin, voilà, pour former les nouveaux juges, ils ont besoin de montrer. Moi, je sais que quand j'ai fait un film sur la police, ils l'ont montré aux policiers non-stop, en boucle, sans arrêt. Parce que, voilà, et puis Weissman, c'est pareil. Weissman, la Constitution américaine, elle est formidable parce qu'il y a l'article 2 de la Constitution américaine qui dit, et ils sont plus en avance que nous, les États-Unis, bien sûr, toutes les institutions doivent être transparentes. Donc il a pu tourner des tribunaux pour enfants. Imaginez, c'est impensable en France. Et c'est un peu dommage que c'est arrêté, parce qu'il y a beaucoup de souffrance aussi là-bas. Alors, elle n'existe pas, cette souffrance, parce qu'on ne la voit pas, mais on s'en devine. Il y a encore un magistrat, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, qui m'a dit « Si vous pouviez tourner un film, monsieur Depardon, sur les tribunaux, sur les juges pour enfants. » J'ai dit « J'imagine, quoi. J'imagine, mais c'est extrêmement complexe. Je ne le ferai jamais, ce film. Moi, je ne m'en sens pas d'attaque et tout ça. Parce que c'est lourd, c'est difficile. Il y a les parents, il y a tout le monde. Et j'imagine la position du juge, des JAF, là, les juges des affaires familiales, ils voient des choses que... Voilà, et le soir, ils rangent, ils prennent le métro, ils rentrent chez eux, quoi. Ben, voilà, et c'est vrai que peut-être à ce niveau-là, il y a des moments, il y a des exceptions.
Vous avez mentionné, parce qu'on n'a pas encore parlé, un livre que vous venez de faire. On a parlé de photographie, on a parlé de cinéma. Il y a aussi le travail de l'écriture, parce que vos livres, ce ne sont pas juste des collections de vos photographies. Souvent, les photographies dialoguent avec des textes. Et ces textes, c'est une pratique quotidienne aussi, comme celle de la photographie. Vous tenez un journal, vous prenez des notes, comme ce premier livre, vraiment qui affichait ce travail de réflexion. Malheureusement, moins maintenant. Mais quand j'étais seul, oui, je suis resté très longtemps. Être photographe, ça veut dire être très longtemps seul. Il faut aimer la solitude. Parce que c'est un truc qu'il faut vous adapter. J'écrivais, et c'est vrai que j'avais été très marqué par mon père qui était né en 1903, donc à la guerre de 14, il avait arrêté l'école pour reprendre la ferme, et il ne faisait jamais aucune faute d'orthographe. Il m'avait écrit plusieurs fois. Voilà, il est arrêté l'école à 11-12 ans. Et je sais qu'il avait dit des mots comme ça, très forts, comme ça. Il disait des mots très forts. Et moi, j'ai malheureusement pas son don, mais je sais que... Je raconte toujours cette anecdote, mais que je trouve... voilà, c'est toujours bien de parler de littérature, de mots, parce que on a toujours un peu tendance à croire que, voilà, d'un côté, il y a les écrivains, et puis de l'autre côté, après, il y a le monde entier qui travaille, les paysans. Et j'étais venu avec une jeune fiancée, quand j'avais une vingtaine d'années, à la ferme du Garret. Mon père était vivant, et je l'avais un peu présentée comme ma fiancée, et puis, elle s'appelait Yvette, et je ne l'ai pas ramenée, elle n'est pas revenue. Voilà. Donc... Et donc mes parents se sont posés beaucoup de questions, comme tous les parents du monde. Donc quelques mois après, je suis revenu, et puis en marchant, et comme un père qui n'ose pas tellement parler de ça à son fils, hein, c'est pas facile, il m'a dit, avec Yvette, ça n'a pas accordé. Waouh! Je me suis dit, voilà, le mot est beau. Hein. Et c'est vrai que, voilà, comment viennent les mots. Et je trouve que la deuxième personne qui m'a aidé, qui m'a poussé un peu à écrire, tout à fait relativement, avec toute ma modestie, c'est Barthes. Parce qu'effectivement, Barthes il disait, dans une revue de la communication, il disait les mots peuvent venir avec une image, soit ils sont ancrage, c'est-à-dire que légende, quoi, comme un ancrage, soit ils sont relais. Et moi, j'avais trouvé ça très intéressant d'être relais. C'est-à-dire que, alors quelquefois, ça m'a valu même des situations assez incroyables. Je me souviens que dans la correspondance new-yorkaise qui a suivi Notes, j'ai fait une photo des lavabos sur Park Avenue, l'avenue la plus chère de New York. Et on était au mois de juillet, et j'envoyais donc cette photo tous les jours. J'envoyais une photo à Libération. Et je ne sais pas, mais ça m'est venu instinctivement, comme ça. Je n'ai pas préparé, je ne me suis pas dit, tiens, ça... J'ai pensé au foin à la ferme de mes parents, c'était la période. Donc. J'ai dit, et j'ai parlé des foins dans les Dombes sur Park Avenue. Donc c'est quand même assez drôle. Voilà, là, le relais, il était fort. Quoi. Mais voilà, donc effectivement, je m'étais aperçu que quand je faisais des photos, des fois, je pensais à autre chose. Et je pouvais penser à une femme, je pouvais penser à quelque chose. J'étais assez rêveur, moi. Et donc, cette photo, parce que c'est... vous savez, le photographe, il marche au mérite, comme tout le monde. Il y a des moments où on dit oh, « j'ai mérité cette photo » parce que j'ai souffert pour la faire et je la voulais la faire et j'ai voulu le faire. Donc on marche au mérite. Et puis tu la montres à des gens et puis c'est le fiasco. Oui. Bon. Alors on est très vexé, quoi, bien sûr, parce que... Et puis il y a des photos qu'on fait, justement, on pense à autre chose, on appuie en ce moment-là, et tout le monde dit « génial, formidable, Raymond, tu es vraiment un grand artiste ». Donc on peut se dire quand même, des fois, j'ai des doutes sur le talent de photographe, parce que des fois, la photographie, ça arrive comme ça, il suffit d'appuyer. On l'a tous fait, ça, on a tous été, quelquefois, des grands photographes, avec un téléphone, on peut être des grands photographes.
Merci beaucoup, Raymond Depardon. On arrive à la fin de cette rencontre. Je me demandais si dans tout ce que vous avez photographié ou filmé, il y a un film, une photographie pour laquelle vous avez une tendresse particulière. Non pas que vous soyez fier de l'avoir fait, que ça serait la meilleure photographie ou le meilleur film de Raymond Depardon, mais un film pour lequel, voilà, ou une photographie avec lequel vous avez un rapport particulier. Bah, c'est vrai que c'est... J'aimerais bien refaire un film, je ne suis pas sûr que j'ai les moyens, mais j'aimerais bien refaire un film avec l'écriture. J'ai fait Afrique commence avec la douleur. J'avais bien aimé faire ça. Mais on peut pas le faire on peut le faire une ou deux fois dans sa vie, ça, parce que sinon ça devient un peu lassant. Puis on trouve des trucs, quoi. On a des manies, et puis on trouve il y a des ficelles, quoi. Et c'est vrai que quand la Fondation de France m'a demandé de me confronter à un fait de société qui était important comme artiste et d'en parler, et j'ai dit, c'est l'Afrique, ouais. Et donc, je rentrais du Tchad, et le Tchad avait cette particularité, puisque c'est un pays francophone. Le matin, les combattants me disaient, Raymond, commence avec la douleur. Comme une salutation. Et je me suis dit, mais ils servent de la douleur, mais c'est incroyable. Alors, parce que pour nous, la douleur, et je m'en rappelle, à cette époque-là, il y avait Marguerite Duras avait publié La douleur, qui était, comme tout le monde sait, sur la résistance. La douleur, c'est la résistance en France. Après, c'est pour la douleur, quoi. Et je me suis dit, ouais. Et donc, je me suis dit, c'est ça qu'il faut partir sur la douleur africaine. Il faut dire, voilà. Et donc, je suis parti du Cap, et puis je suis remonté jusqu'à la ferme du Garret. J'ai mis du temps, hein, j'ai mis 9 mois. Et en plusieurs voyages, bien sûr. Et j'ai donc fait des plans pour parler. Et puis, j'ai fait un peu de cinéma quand même. Et j'écrivais des textes de 2 minutes. Je mettais ma caméra sur une tête de télésurveillance. Et je me mettais en plein milieu de certains trucs, hein, complètement, en Éthiopie, dans des camps de réfugiés, etc. Et je la faisais tourner. Et j'arrêtais. Et dans ces 2 minutes, voilà, des fois, il arrivait un petit incident. Je me souviens, en Afrique du Sud, il y a un monsieur qui est passé qui m'a dit « Good morning, sir ». Vous savez, à Soweto, ils sont très, très polis, les gens. « Good morning, sir ». Yes. Et donc, voilà. Et je me disais, j'ai 2 minutes pour expliquer Soweto, j'ai 2 minutes pour expliquer l'Angola, le génocide du Rwanda, l'Éthiopie, voilà. Et donc je me mettais m'enfermer dans la chambre, et je disais, je voyais rien en fait. La guerre civile, elle était avant, après, enfin, tout ça. Et quelquefois, je voyais un peu, bien sûr, du drame africain, mais je ratais tout en fait. Et j'ai vu récemment quelqu'un en parlait que c'est un très beau film, comme un des grands films sur la violence, équivalent au travail de Jeff Wall. Ça m'a flatté, venant de la part d'une critique, Raphaël Baquet, qui disait que Afrique commence avec la douleur est un très grand film sur la douleur. Parce que c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, ce mot douleur, que je prononce toujours un peu mal, moi, parce que comme je suis d'origine lyonnaise, j'ai un peu tendance à dire les mots « heure », comme peur, comme tracteur, comme tout. Donc je dis la douleur un peu comme peur, comme tracteur, comme tout ça. Et donc on appuie sur le heure dans la région lyonnaise, je ne sais pas pourquoi, c'est de ma faute, hein, mais je n'ai pas perdu mon accent, voilà, de Villefranche-sur-Saône. Donc c'est vrai que j'aimerais bien refaire quelque chose, voilà. Alors peut-être qu'il faudrait le faire ailleurs, en Amérique du Sud, ou dans un autre sens, est-ouest, de Djibouti à Dakar, voilà, ou traverser la France, parce que finalement, je connais bien aussi la France, un petit peu, je suis peut-être un peu paresseux, voilà, il faudrait que je sois plus courageux. J'ai un peu honte parce que j'ai un peu de complexe, en fait, d'écrire, quoi, voilà. Parce que je suis ravi que les gens... c'est pour ça que j'ai pas voulu que l'exposition s'appelle Traversée et parce que j'avais l'impression que ça faisait un peu poétique, quoi. Et que j'ai voulu qu'elle s'appelle Traversée ER.
Elle vient de démarrer, là, vous en avez pour il y a 2 mois pour aller la voir. Et parce que je trouvais qu'il y avait... je pense que je suis toujours en mouvement, que je suis toujours actif, que je regarde pas trop derrière moi, même si je regarde, bien sûr, je regarde un peu derrière moi, parce que je suis un peu seul maintenant à 75 ans. Beaucoup d'amis ont disparu, ou ont arrêté, sont chefs de service photo, voilà, ou je sais pas quoi. Et bon, moi, je me dois de toujours faire des photos, d'avoir cette simplicité de faire des photos ou de films. Mais j'ai malheureusement le complexe de l'écriture, à tort, parce que voilà, c'est une écriture qui ressemble à rien, mais c'est un peu comme la parole. Il y a des gens après qui me disent « Mais Raymond, on va te donner les instruments pour bien parler ». Bon, ça me vexe un peu, quoi. Je reste comme je suis, les éléments de langage. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça d'une revue d'art, et j'exposais au Grand Palais. Et j'ai fait cette première interview. J'ai parti 1 an faire des photos en couleur de partout. Et donc, quand je suis revenu, je ne savais pas bien que tu veux. Elle me dit, il faut que tu apprennes des éléments de langage, hein, parce que tu vas être planté, Raymond. Moi, il me semblait qu'on me jugeait sur la photo. Mais les éléments de langage, c'est le grand truc maintenant. Il faut donc avoir des éléments de langage pour vendre sa photo. Moi, je refuse, parce que, après tout, je reste comme je suis. J'essaye de trouver les mots justes au bon moment, d'être clair avec les gens. Voilà. Quand je fais des photos, quand je fais des films. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Parce que je voyais bien au palais de justice, par exemple, au palais de justice, et les gens, ils me regardaient comme ça. C'était souvent des gens... voilà, la même chose pour 12 jours. Hein. On a filmé plusieurs personnes de 12 jours. Quand on était là, moi, je n'avais pas demandé ce qui s'appelle les UMD. Et des gens qui ont tué quelqu'un et qui sont en hôpital psychiatrique, bien sûr. Et, voilà. Et qui arrivent là, et qui arrivent de l'UMD, et on leur dit, voilà, est-ce que vous voulez être filmé? Donc ils vous regardent comme ça. Ils ne sont pas en crise, hein, ils sont tout à fait normaux. Ils ont eu une crise, peut-être, voilà, dans leur vie, ou plusieurs. Et ils disent oui. Et c'est là que le regard joue, quoi. Et il faut vraiment... faut avoir une bonne tête, peut-être. Ma bonne tête me sauve, voilà. Merci beaucoup, Raymond Depardon.